Bonjour à tous. L'hiver est sans aucun doute la saison pour réaliser de belles pêches de gardons. Nous sommes aujourd'hui sur les bords du canal de Lascar, que j'apprécie tout particulièrement. C'est une rivière à courant lent et pour moi réaliser une belle pêche de gardons, il y a 6 étapes à respecter. Donc nous allons commencer par la première étape qui est le pré-mouillage de l'amorce. La première étape, le pré-mouillage. Voici mon amorce de ma conception. C'est une amorce de granulométrie moyenne. Je trouve que trop fine, ça a tendance à avoir un aspect volatile et d'attirer le petit poisson. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ce que je recherche, c'est surtout les beaux gardons. Donc nous sommes quand même dans une zone où c'est très fréquenté par les carnassiers. Donc brochet, sande, et puis perche. Et donc pour cela, pour éviter justement, pour créer un contraste sur le fond, j'utilise un colorant. Donc pour ma part, moi c'est un colorant à béton que j'utilise, c'est un produit qui est neutre. Donc ça va me permettre de foncer mon amorce. Donc je saupoudre. Avec l'habitude, j'ai pas besoin de mettre ça au gramme près. Donc quand je dis noircir, c'est pas totalement noir. Moi j'aime bien avoir quand même une amorce qui est grisonnante. Donc voici. Alors pour éviter de noircir mes mains, j'utilise des gants. C'est quand même mieux, c'est quand même beaucoup mieux. Je mélange l'amorce avec le colorant. Et vous voyez que l'amorce noirci. Voici. Donc là, je le vide dans le deuxième seau justement pour que j'ai l'amorce totalement foncée. Voilà. Donc mon amorce est colorée. Le but c'est que mon amorce se confondent avec la couleur du fond, justement pour éviter que les prédateurs viennent sur le coup d'amorçage et qui fassent fuir les gardons qui sont dans la zone, tout simplement. Donc là, l'amorce est colorée, donc couleur noire. Je vais utiliser un ingrédient qui, pour moi, est essentiel pour la pêche de gardons, c'est bien sûr la fiente. Alors la fiente, il y a deux possibilités de la préparer la fiente. Alors donc il y a les puristes, donc ici, donc en fait c'est une fiente qui a été nettoyée, tamisée et mise dans une baquette de congélation. Et ça c'est pour ceux qui sont vraiment acharnés. Et puis il y a la deuxième façon, c'est-à-dire que c'est une fiente brute. Sans préparation. Je vous avouerai que j'ai essayé les deux cas et je n'ai jamais vu la différence entre une fiente mouillée, lavée, préparée, tamisée et avec une fiente qui est totalement brute. Alors pourquoi la fiente ? C'est justement pour ce que je recherche, c'est l'effet mécanique de l'amorce. Alors c'est plus un pouvoir coulant. Souvent on parle de la fiente sèche qui a strictement rien à voir avec la fiente fraîche. Moi ce que je recherche, c'est une amorce qui travaille, qui colle en même temps et en fait un effet mécanique qui soit différent des amorces que l'on connaît habituellement. Donc là, ce que je vais utiliser, comme elle a été tamisée, nettoyée, je vais prendre celle qui est propre finalement. Donc, le pré-mouillage, c'est en deux temps. Donc déjà, je vais prendre la moitié de la barquette que je vais incorporer dans l'amorce. Donc là, bien bloquer forcément la bassine. Donc ça, c'est le premier. Et on va finir
Donc là, la fiente, elle a été broyée avec les particules d'amorce. D'accord, c'est pas suffisant. Donc là, je vais incorporer un peu d'eau. On commence à apercevoir que quand même les particules commencent à s'imprégner, donc entre la fiente et l'eau. Donc là encore, c'est pas suffisant. Donc le mouillage, donc la fiente dans un premier temps, dans un deuxième temps le mouillage, c'est une intervention qu'il faut aller progressivement, parce que si vous mettez trop d'eau d'un seul coup, vous risquez de changer l'effet mécanique de l'amorce. Donc moi, je préfère prendre mon temps quand je prépare le pré-mouillage. On voit bien que la texture, le collant commence à apparaître. Donc là, on vient de faire la première étape, le pré-mouillage. On va passer à la deuxième, c'est l'installation qui est très important pour faire une belle pêche de gardon. L'installation sous le soleil, qu'est-ce que c'est agréable. Donc nous venons d'évoquer les deux premières étapes. La première, c'était le pré-mouillage de l'amorce. La deuxième, c'était l'installation. Bon, voilà, je suis installé, très bien. Et la troisième, donc, c'est les lignes que je vais utiliser. Donc aujourd'hui, je vais utiliser des flotteurs de forme boule, en grammage 1,50 g. D'accord ? Avec un plomb de touche relativement gros, c'est un plomb de touche de 5. Voilà, le but c'est de descendre assez rapidement lèche sur le fond. Donc ça c'est la première ligne. La deuxième, donc c'est un grammage beaucoup plus petit. Donc là ce sera une ligne de 0,8, toujours en forme de boule. Donc alors pourquoi 0,8 si la pêche se complique, c'est toujours bien d'avoir une ligne légère qui transporte en fait lèche naturellement. Et ça peut être, je dirais, effet déclencheur et permettre de faire aussi la différence. Et la troisième, donc là j'ai opté pour un flotteur plat, alors d'1,50 g. Voilà, d'1,50 g, un flotteur plat. Alors la raison c'est que c'est d'essayer, c'est pas d'essayer, mais de caler lèche sur le fond, avoir une ligne qui soit immobile, et c'est surtout pour essayer de faire des plus beaux poissons. Voilà. Donc concernant le fil, les lignes que je monte, j'utilise le fil Power Micron. D'accord, donc là aujourd'hui j'ai deux sortes de fils que j'utilise pour le montage de mes lignes. Alors le 13 centièmes, j'utilise surtout pour le corps de ligne. Donc là aujourd'hui c'est sur des lignes de grammage 1,50 g, donc en forme de boule, mais aussi pour le flotteur plat. Donc en fait le corps de ligne c'est bien entre l'attache et le regroupement des plombs. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour le corps de ligne. Concernant les bas de ligne, alors les bas de ligne, c'est là où on va venir fixer l'hameçon. On appelle ça les bas de ligne. Donc les bas de ligne, là, pour le 1,50 g, je vais utiliser un fil de 10 centièmes. Donc le bas de ligne est toujours inférieur au corps de ligne. Donc voilà,
on va parler des élastiques. Alors aujourd'hui, sur le flotteur d'Agram 50, je vais utiliser un élastique slick d'1 millimètre. C'est un produit qui est exceptionnel, surtout dans son coefficient d'élasticité. C'est un produit qui est très souple. Et surtout, c'est un élastique avec mémoire. Quand je dis avec mémoire, c'est un élastique à la tension. Quand je relâche, il revient toujours au même endroit. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est pour la première ligne. J'ai opté pour le même élastique pour le flotteur plat. Alors la différence sur le flotteur plat, c'est la tension. C'est la tension de l'élastique. Il est beaucoup plus tendu par rapport à un flotteur boule. Et le dernier kit, je l'ai monté avec un élastique plein. Les solides élastiques, donc de diamètre 0,75. Donc en fait, forcément, c'est un élastique qui est beaucoup plus souple, étant donné que je vais utiliser un flotteur beaucoup plus léger, mais aussi un hameçon beaucoup plus fin. Donc ça, c'est vraiment important. Concernant les hameçons, alors les choix sont nombreux en termes d'hameçons. Alors il y a des courtes tiges, longues tiges, fin de fer, fort de fer, micro-ardillon. Bon, moi j'associe toujours la taille de l'hameçon et la forme de l'hameçon en fonction de l'espèce recherchée. Aujourd'hui, c'est les gardons que je recherche. Donc ce sera un hameçon de fin de fer. Alors pourquoi fin de fer? C'est pour justement éviter de saigner le verre de vase. Alors je vais vous montrer. Alors voici des verres de vase. En règle générale, c'est vraiment une èche phare pour les gardons. Il y a aussi les gozer, les pinky, mais en règle générale, c'est le verre de vase qui marche le mieux. Donc je vous montre. Donc ici, c'est un fin de fer. Le but, c'est d'éviter le saignement. Donc là, le but, c'est de rendre le verre de vase le plus naturel sur le fond. Donc si vous le saignez, forcément, l'èche dans le fond, il sera inerte et sera moins attractif pour déclencher la touche. Voilà, tout simplement. On va passer à la quatrième étape, c'est-à-dire la finition de l'amorce. Donc on peut s'apercevoir que la granulométrie, les particules, ne sont pas totalement imbibées. Donc là, il va falloir rajouter de l'eau de façon à pouvoir combler ce manque d'eau. Donc un élément essentiel, il faut toujours y aller progressivement. Si vous mettez trop d'eau, vous allez changer l'effet mécanique de l'amorce. Et si à la base vous voulez avoir une amorce qui travaille, vous risquez de faire l'inverse. Et ça, c'est pas bon. Donc j'utilise toujours le batteur. Là, on peut s'apercevoir que les particules sont bien chargées en eau. Voilà. Elle est pratiquement faite. Mais sur ce parcours, la Scarpe, c'est quand même une rivière avec un courant qui est quand même assez lent. Donc je vais utiliser quand même quelque chose pour dire d'alourdir l'amorce. Donc je prends de la terre, c'est de la terre de taupinière tout simplement. Alors pourquoi? Parce que c'était quand même un produit qui va permettre d'alourdir l'amorce tout en gardant cet effet mécanique que je recherche depuis le début pour les gardons. Alors le but c'est de pouvoir traverser les boules qui puissent traverser cette nappe de courant et éviter justement que les boules soient éparpillées. Il ne faut pas oublier, c'est que plus c'est centré, mieux c'est. Donc voilà. Donc j'incorpore la terre dans l'amorce. Toujours avec le batteur.
on peut s'apercevoir que en fait on ne le voit pas, hein. On voit c'est complètement transparent la terre. L'avantage c'est que la densité de la boule va changer, hein. Elle sera beaucoup plus lourde et ça va me permettre, tout au moins la boule permettra de traverser ce courant tout en étant précis sur la zone d'amorçage. Voilà, c'est ce que je recherche. Donc nous sommes sur la 5e étape, donc c'est le sondage. Le sondage c'est quand même un élément essentiel, hein, pour connaître précisément et surtout les imperfections du fond. Donc moi ce que j'utilise, c'est une sonde en forme de triangle, hein. Alors la particularité de cette sonde, c'est que on aura tendance quand même à avoir la ligne bien droite. Voilà. Donc en fait je la fixe directement sur la mousse et je la présente comme ça. Voilà. Donc à partir de là, je prends la canne et je vais sonder en fait dans un premier temps ma zone d'amorçage. Donc comme c'est une rivière, je vais suivre le courant, c'est-à-dire je vais sonder de la gauche vers la droite. Je peux m'apercevoir que en fait, plus je m'éloigne sur la droite et plus le fond est important. Donc en fait, mon flotteur coule, ça signifie que j'ai pas assez de fond. Donc à partir de là, je ramène la ligne. Je rajoute du fond. Et je refais l'opération. On peut s'apercevoir que mon flotteur, tout au moins le corps du flotteur dépasse. Donc là, mon hameçon est bien sur le fond. Ce qui est vraiment important aussi, et je vois beaucoup de gens faire cette erreur, c'est de ne pas respecter l'angle, c'est-à-dire la perpendiculaire. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un angle de 90 degrés entre le sillon et la ligne. Voilà, si vous ne respectez pas cet angle, ce qui va se passer, c'est que vous allez croire que votre ligne est réglée pour pêcher à ras du fond, et en réalité, vous allez traîner de 5 ou 10 cm. Donc il faut vraiment respecter cet angle de 90 degrés, de façon à être sûr que vous pêchez bien à ras du fond. Ou alors, si vous avez choisi de pêcher avec une traîne de 10, voilà, je suis sûr de pêcher avec une traîne de 10. C'est vraiment important. Donc je vais répéter l'opération sur les deux premiers kits. Donc c'est-à-dire sur des flotteurs de forme boule. Donc l'opération est identique. Par contre, sur le flotteur plat, le fond sera différent. Donc comme à la base on utilise un flotteur plat justement pour que la ligne soit stable, hein, dans le courant, et surtout aussi on recherche les beaux poissons, donc j'aurais tendance à traîner davantage. Donc là je vais rajouter un peu plus de fond. Voilà. Et je vais répéter l'opération, hein, en fixant la sonde. Voilà. En fait, là, je sonde ma zone d'amorçage. Quand je dis d'amorçage, en fait, c'est là où je vais mettre mes boules. Donc voilà. Pour moi, je traîne un peu trop, hein, donc là, on voit bien apparaître le flotteur complet. Pour moi, c'est trop. Donc, je vais affiner mon sondage. Voilà, je vais descendre un peu. Ça, c'est vraiment important de connaître précisément les imperfections du fond. Ça peut arriver que y a des dénivelés ou alors des obstacles.
et ça peut fausser complètement la pêche. Mes 3 lignes sont réglées. Donc là on vient de finir la 5e étape. On va passer à la dernière étape qui est l'amorçage. Donc la 6e étape, l'amorçage. Donc vous pouvez utiliser un tamis pour tamiser votre amorce et pour enlever les imperfections. L'avantage du tamis aussi, c'est justement pour avoir une amorce homogène, pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et ça, c'est vraiment important. Moi, j'en ai pas besoin, étant donné que j'ai utilisé un broyeur. Alors en fait, c'est broyé et ça me permet d'avoir une amorce bien homogène. Et puis surtout, ça me fait gagner du temps. Le fouillis, super fouillis français, que je vais incorporer dans l'amorce. Bien mélanger. Regardez, on peut voir que la répartition des èches, c'est nickel. On va faire des boules. Voilà la taille des boules à peu près. Voilà, il y en a qui les font un peu plus grosses. Moi, en règle générale, c'est cette taille-là. Donc je vais faire à peu près une dizaine de boules. Donc le reste, je l'utiliserai pour le rappel si vraiment c'est nécessaire. Je suis prêt à amorcer. C'est parti. Donc voilà, j'ai fini d'amorcer, j'ai jeté à peu près une dizaine de grosses boules chargées de fouillis. Donc j'ai tablé sur une zone plus en aval. Alors pourquoi? C'est tout simplement de façon à avoir une plus grande coulée. Et puis ben voilà, il ne me reste plus qu'à faire de beaux gardons et sous ce soleil magnifique. Premier poisson. J'ai commencé avec la ligne d'1,50 g en forme de boule. Alors, le but c'est de pouvoir cibler la zone où les poissons se trouvent. Donc 2 verres de vase pour essayer de sélectionner les beaux spécimens. Donc là, je change de ligne, je vais prendre ma ligne plat qui va me permettre de caler sur la zone d'amorçage, pour la simple et bonne raison. Alors pourquoi ce changement? C'est ni plus ni moins que je m'aperçois que le poisson il est un petit peu décalé. Donc c'est possible qu'il y ait des brins sur le coup. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, je vais charger l'hameçon. Je vais mettre plusieurs verres de vase à l'hameçon, vous voyez. Voilà, pour faire une belle grappe. Et en espérant de choper la brame. C'est parti. Alors le changement, il est simple, c'est qu'au lieu d'avoir une neige qui voyage, en fait c'est une neige qui sera forcément statique, étant donné que je cale complètement dans le courant. C'est la différence entre un flotteur, je dirais, traditionnel en forme de boule
hein, qui va permettre en fait de balayer la zone d'amorçage. Et un flotteur plat qui, lui, sa fonction, c'est de caler la ligne. Et quand je dis caler la ligne, c'est surtout que l'èche soit pas mobile sur le fond, tout simplement. Donc là, je vais répéter l'opération, hein. Je vais mettre plusieurs verres de vase à l'hameçon. Voilà. Voici. Et c'est reparti. Donc le positionnement d'un flotteur, d'une ligne équipée d'un flotteur plat, c'est de toujours jeter en aval, hein, de façon à pouvoir redresser vers l'amont. Comme ça, au moins, la première chose qu'on va présenter sur le fond, c'est l'èche. Si vous ne respectez pas cette position, vous avez tendance à venir accrocher le fond. Et puis forcément, accrocher dit forcément des résidus sur l'hameçon et pas de touche. On peut remarquer que quand même l'élastique fait son rôle, très souple. Encore un joli gardon. Voici. Je les adore. Une chose aussi que j'ai oublié de préciser, hein, voilà, j'ai repéré à peu près la zone où j'ai les touches. Donc en fait, ce sera répétable. Donc toujours mettre la ligne en aval, je redresse ma ligne en amont et j'essaye de me caler toujours au même endroit. Voilà. Après, c'est en fonction aussi de l'humeur des poissons, hein. Ça peut arriver, et même souvent, hein, où en partie de pêche, tout au début, il faudra utiliser certainement un flotteur plat, donc avec une èche qui ne soit pas mobile sur le fond. Et puis, on s'apercevra qu'au cours de la pêche, on a de moins en moins de touches, et là il faudra justement basculer sur la deuxième ligne, la ligne qui va nous permettre justement de balayer la zone. Alors pourquoi? Alors il y a plusieurs cas de figure, hein. Ça peut être des carnassiers, hein, qui viennent en masse sur la zone d'amorçage et qui décalent les poissons, et donc on est obligé d'aller chercher les poissons plus en aval, hein. Ça arrive aussi souvent. Ou alors après, à un moment donné, hein, en fonction des horaires, parce qu'il y a aussi des horaires, hein, les poissons ont tendance à quitter la zone naturellement, tout simplement. Gonna have a real good time. Gonna make this day go fine. And I know you work too hard. Ça, c'est vraiment un gardon. Alors ça, c'est vraiment un gardon typique du Nord. Une merveille. Magnifique. La voici. Voici l'intrus. Voici l'intrus qui faisait décaler les bancs de gardons. Après une heure de pêche, hein, j'ai pu enchaîner au début des beaux gardons, des jolis gardons, hein. C'est vraiment des jolis gardons, hein. Et puis à un moment donné, on a pu voir que, j'ai pu voir que de l'activité sur la zone d'amorçage, c'est surtout de la présence des bulles. Surtout la présence des bulles.
qui m'ont permis de dire, voilà, il y a certainement des beaux poissons qui sont sur la zone d'amorçage. Et puis ça s'est avéré vrai, étant donné que j'ai fait 2 brèmes. La difficulté, c'est justement de prendre les gros poissons, ce qui va permettre, en prenant ou en dégageant, je dirais, les beaux poissons sur la zone d'amorçage, de faire revenir les jolis gardons sur la zone. Je n'ai plus de touches. Déjà, au niveau de la zone d'amorçage, on voit qu'il y a très peu d'activité par rapport à tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, j'ai changé de ligne. J'ai pris une ligne en forme de boule, justement pour essayer de balayer la zone d'amorçage et essayer de voir à peu près si les poissons se sont décollés plus en aval. Enfin, se sont décalés plus en aval. Si je vois que j'ai toujours pas de touche, ça voudrait dire que mon amorce, il y en reste presque plus rien sur le fond. Et si c'est ça, je remettrai quelques boules sur le fond de façon à récupérer des touches. Je viens de remettre à peu près 7-8 boules, bien chargées en fouillis, et de façon à pouvoir attirer de nouveau les gardons. Les brèmes rentrent sur les coups d'amorçage, ça décale forcément les gardons, ça balaye la zone, donc la zone d'amorçage a tendance à évacuer les particules d'amorce. Et puis à terme, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus rien sur le fond. Donc le but, c'est de pouvoir recharger, de recréer à nouveau un coup en chargeant à peu près 7-8 boules bien chargées en fouillis sur la zone. Et puis en espérant que les gardons rentrent sur le coup, tout simplement. On peut remarquer que le rappel est productif. Regardez, la première coulée, un joli gardon. C'est possible que les poissons puissent répondre au rappel. Alors c'est bien simple, je vais pêcher à peu près une demi-heure. Si je vois que les touches diminuent, ce que je ferai, c'est que je remettrai à nouveau des boules de rappel de façon à pouvoir récupérer des touches dans la zone d'amorçage. Ça peut, les poissons ont tendance aussi à répondre au rappel. Donc, et là aussi, comme je disais tout à l'heure, dans la pêche, le comportement des poissons peut changer. On en a la preuve aujourd'hui. Une belle après-midi qui se termine sur les bords du canal de Lascar. 3 heures de pêche, des jolis gardons, quelques intrus qui se sont mêlés à la partie. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que vous aussi, et à très bientôt.